L'histoire, connue plus tard sous le nom des 20 ans d'appel, a commencé le 20 juin 2001 dans le petit village de Saint-Laurent-d'Urques, dans l'est de la France. Vers 4 heures de l'après-midi, Laura M., une habitante du village qui venait d'avoir 8 ans, a disparu. Ce jour-là, elle rentrait chez elle par son itinéraire habituel. Le dernier témoin l'a vue à seulement 900 mètres de sa maison, puis sa trace s'est brusquement interrompue. Les recherches, organisées presque immédiatement et couvrant les forêts locales, les champs et les chemins ruraux, n'ont donné absolument aucun résultat. Le soir même, le village s'est plongé dans un lourd silence, interrompu seulement par de brèves communications de la police. Personne ne se doutait alors que ce silence durerait 2 décennies. Les premières étrangetés dans l'affaire sont apparues très rapidement. Dès 16h20, une voisine de Laura, qui rentrait chez elle de la boulangerie locale, a remarqué une voiture suspecte. Elle était certaine de ne l'avoir jamais vue auparavant à Saint-Laurent-d'Urques. C'était une Peugeot 405 vert foncé avec des dommages évidents. Le rétroviseur latéral gauche était cassé et la porte visiblement rayée. La voiture se déplaçait lentement, s'éloignant du village sans attirer particulièrement l'attention et sans s'arrêter. À ce moment-là, la voisine n'y a pas accordé beaucoup d'importance. Ce n'est que plus tard que son témoignage deviendrait un détail clé de l'affaire. 3 jours après la disparition, à 02h17 du matin, un appel téléphonique a été reçu qui s'est avéré être le premier d'une série de nombreux messages étranges, similaires. La voix d'un inconnu, enregistrée par les criminologues, a prononcé une seule phrase : « Ta petite fille est maintenant en sécurité ». En essayant de déterminer le numéro de l'appelant, la police s'est heurtée à un problème inexplicable. Techniquement, l'appel semblait ne pas exister. L'opérateur ne l'avait pas enregistré. Mais l'enregistrement de la voix, devenu une preuve importante, a été soigneusement conservé dans les documents de l'enquête. Un autre détail inhabituel a été enregistré environ 1h30 après la disparition, à 17h45. De façon inattendue pour la police locale, un ordre a retenti sur la radio générale. Tous les postes doivent immédiatement vérifier les routes aux entrées et sorties. Pour la France provinciale tranquille, c'était une vitesse de réaction incroyable. La police soupçonnait clairement quelque chose de plus qu'une simple disparition. Mais les raisons d'une telle opérativité soudaine n'ont alors été expliquées par personne, et ce détail est resté en suspens pendant de nombreuses années. Les suspects sont apparus presque immédiatement et dans 2 directions complètement différentes. Le premier était un habitant local, le chauffeur du bus scolaire, le vieux Pierre Dubois. Tout le monde le connaissait et il était la dernière personne à avoir officiellement vu Laura avant sa disparition. Les soupçons n'étaient pas sans raison. Le jour de la disparition, il avait soudainement changé son itinéraire habituel sans prévenir le répartiteur et en violant le règlement de circulation. Plus tard, la police a enregistré une autre étrangeté. Dubois était arrivé en retard à la vérification obligatoire du tachygraphe qui enregistre les itinéraires et les arrêts du bus. Cependant, presque simultanément, l'enquête a buté sur une autre piste complètement différente. Le propriétaire d'un petit atelier de mécanique, situé à la sortie du village, Bernard Valette, conduisait une voiture similaire à celle vue par la voisine. Le mécanicien possédait précisément une Peugeot 405 vert foncé. Ainsi, les enquêteurs ont obtenu 2 vecteurs de suspicion. L'un menait à un résident connu et respecté du village, l'autre à un étranger, une personne dont peu savaient de quelque chose. Au début, l'attention de la police était entièrement concentrée sur Pierre Dubois. Une inspection détaillée du bus n'a rien révélé de suspect, mais les agents ont décidé de tout vérifier plus minutieusement. Ils ont demandé les données du tachygraphe, qui enregistre les arrêts et les mouvements du véhicule. Les relevés de l'appareil se sont avérés étranges et ambigus. Le bus s'était effectivement écarté de l'itinéraire et son mouvement ne correspondait pas à l'horaire. Néanmoins, l'appareil avait sans équivoque enregistré un arrêt prolongé à l'arrêt de l'école, plus de 20 minutes. Cela signifiait que Dubois ne pouvait pas être ailleurs à ce moment critique lorsque Laura a disparu. Cependant, la police à ce stade a décidé de ne pas encore l'exclure de la liste des suspects. 72 heures après la disparition, au milieu de la nuit, un appel téléphonique a de nouveau retenti.
La même voix a répété pratiquement la phrase identique en soulignant le mot « sécurité ». L'enregistrement de la voix a été immédiatement analysé par les criminologues. Les résultats ont soulevé encore plus de questions. La voix correspondait à 96% avec le premier appel. Une similitude aussi élevée signifiait que l'appelant pourrait utiliser un fragment de voix préenregistré. À ce moment-là, la police n'avait pas la capacité technique de confirmer définitivement cette hypothèse, et les enquêteurs sont restés avec l'incertitude. L'enquête s'est concentrée sur les personnes, les itinéraires et les véhicules, sans se douter encore que la principale énigme de l'affaire résidait dans un tout autre plan. Les appels téléphoniques semblaient n'être qu'un complément inhabituel, un détail fortuit dans le tableau général. Personne ne se rendait encore compte que ce sont précisément ces appels qui allaient bientôt bouleverser tout le cours de l'enquête. Après une série d'appels téléphoniques et la vérification du témoignage du chauffeur du bus scolaire, l'enquête a progressivement relégué sa figure au second plan. Une nouvelle personne est apparue au centre de l'attention, à première vue non liée à ce qui s'était passé. Le mécanicien Bernard Valette, propriétaire d'un petit atelier mécanique près de la route menant à la ville voisine. C'est précisément lui qui possédait une voiture similaire à celle décrite par le témoin le jour de la disparition de Laura M. Le premier fait, qui a attiré l'attention de la police sur Valette, était la date de la repeinte de sa voiture. Selon les documents, la repeinte de la Peugeot 405 a été achevée le 17 juin 2001, exactement 3 jours avant que Laura ne disparaisse. Cette date a été enregistrée par la police comme un fait, sans supposition sur les causes et les motifs, et à l'étape initiale, elle semblait simplement une coïncidence inhabituelle. Les enquêteurs ont commencé à vérifier les détails de la repeinte et ont découvert que le 10 juin 2001, le mécanicien avait commandé de la peinture d'une teinte rare, vert épicéa. Cette teinte était extrêmement rarement utilisée et n'était vendue que sur commande individuelle dans l'un des magasins de la ville voisine. Le reçu de l'achat, daté précisément de ce jour, a été joint aux documents de l'affaire. La police a décidé d'inspecter le territoire de l'atelier. Dans la cour arrière, parmi un tas de vieilles pièces et de ferrailles, les enquêteurs ont trouvé un rétroviseur latéral droit avec une fissure profonde caractéristique. Le miroir appartenait clairement à une Peugeot 405. Il était là depuis longtemps, recouvert d'une couche de saleté, comme si quelqu'un avait essayé d'oublier son existence. Cela est devenu une piste importante. Maintenant, les enquêteurs ne doutaient plus que la voiture décrite par le témoin pourrait bien appartenir précisément à Valette. Lors du premier interrogatoire, Valette s'est comporté calmement et avec assurance. Lorsque la police lui a directement posé une question sur le rétroviseur endommagé, il a immédiatement répondu, comme s'il s'était préparé à l'avance pour ce sujet. Valette a déclaré que le miroir appartenait bien à sa voiture, mais avait été endommagé il y a longtemps, en hiver 1999. Il a cité comme cause un accident domestique. Un voisin du garage adjacent avait accidentellement fait tomber un élévateur, et celui-ci était tombé sur la voiture. Au moment de cette déclaration, les enquêteurs avaient l'impression que Valette avait des réponses à tout. Cependant, la vérification des déclarations a donné un résultat inattendu. Ce même voisin, François Picard, n'a pas confirmé la version de Valette. Il a reconnu le fait même de l'incident avec la chute de l'élévateur, mais a affirmé que cela ne s'était pas produit en 1999, mais beaucoup plus tard, environ en hiver 2000. Picard lui-même, au cours de 1999, se trouvait loin de Saint-Laurent-d'Urc. Il vivait à Marseille. Il n'est revenu qu'en été de l'année suivante. Il y avait une divergence évidente dans les témoignages, mais la police n'a pas encore tiré de conclusion hâtive. Le fait de la contradiction a été consigné dans les documents. L'étape suivante de la vérification de Valette a été l'étude de son alibi à la veille de la disparition de Laura. Bientôt, la police a reçu, semblait-il, une confirmation convaincante que le mécanicien n'était pas dans le village le jour de la disparition. En étudiant ses déplacements, l'enquête a découvert un enregistrement vidéo d'une caméra de surveillance dans une station-service située à 80 km de Saint-Laurent-d'Ourcq. Sur l'enregistrement, on voit clairement une voiture Peugeot 405 appartenant à Valette. La date et l'heure sur le reçu ne laissaient aucun doute. 19 juin 2001, environ 19h45,
Sur l'enregistrement, Valette faisait tranquillement le plein de sa voiture, a payé sans hâte et est parti tout aussi tranquillement. À première vue, cet alibi semblait extrêmement convaincant. Cependant, la police a noté qu'une distance de 80 km pourrait parfaitement être parcourue en 1h30 ou 2. Cela signifie que techniquement, Valette aurait pu retourner au village le soir même et être à la maison le lendemain. Cela laissait une fenêtre d'opportunité ouverte, et bien que ce point n'ait pas été spécialement souligné dans les documents de l'affaire, les enquêteurs n'ont pas exclu une telle possibilité. Décidant de vérifier définitivement les soupçons, l'enquête a commandé un examen médico-légal de la peinture de la voiture de Valette. Les experts ont prélevé des échantillons sur les portes de la Peugeot et ont analysé leur structure. Le résultat de l'étude s'est avéré inattendu pour la police et potentiellement dévastateur pour l'alibi de Valette. L'examen a confirmé la présence de 2 couches de peinture vert épicéa identiques en teinte. La couche inférieure était évidemment plus ancienne et la supérieure avait été appliquée récemment. Et le plus important, la couche supérieure a été datée avec précision par les experts, appliquée après juin 2001. Cela signifiait que Valette, pour une raison quelconque, avait repeint la voiture après la disparition de Laura M. Après cet examen, les enquêteurs ne voyaient plus en Valette simplement une personne avec une date suspecte de repeinte de voiture, mais quelqu'un qui tentait consciemment de dissimuler des détails importants pour l'enquête. Les soupçons à son égard ont considérablement augmenté. Il est devenu le principal suspect, vers qui l'enquête dirigeait maintenant pratiquement toutes ses forces et son attention. Alors que le laboratoire médico-légal s'occupait de l'analyse des échantillons de peinture et fournissait ses conclusions à l'enquête, l'affaire Laura a soudainement révélé un autre problème non moins grave, mais d'une nature complètement différente. Familiale, pendant que les experts démêlaient la mystérieuse repeinte de la voiture du mécanicien Valette, l'enquête s'est soudainement tournée vers un aspect complètement différent de cette affaire. De façon surprenante pour tous, dans le dossier de Laura sont apparues des informations que la famille avait soigneusement cachées à la police, préférant ne pas révéler le passé lié à la vie personnelle de la mère. Dans les documents de l'affaire, que la police a demandé au commissariat local, on a trouvé des informations non révélées précédemment par la famille de Laura. 2 ans avant sa disparition, en 1999, la mère de Laura s'était adressée à la police avec une plainte officielle, accusant son ex-partenaire de harcèlement et de menaces. Dans les documents, cette personne était simplement désignée par la lettre J. Son nom et prénom ont été délibérément cachés. Depuis lors, personne n'avait parlé de cet incident, et même les voisins proches n'étaient pas au courant du conflit survenu. Les enquêteurs ont soigneusement étudié la plainte déposée par la mère de Laura en juillet 1999. Dans la plainte étaient spécifiquement indiqués des faits d'appel nocturne avec menaces, ainsi que des inscriptions étranges et inquiétantes faites à la peinture sur la porte de la maison. Les graffitis étaient crossés grossièrement faits, clairement à la hâte, avec un seul but: effrayer ou humilier la famille. À l'époque, la police n'avait pas ouvert d'enquête. Les officiers ont eu une conversation avec J, après quoi la mère de Laura a soudainement retiré sa plainte. Le motif a été formulé vaguement. Pour des circonstances familiales. L'enquête a considéré que le conflit était résolu. Maintenant, après la disparition de Laura, cet incident a pris une nouvelle signification et la police a décidé de parler à nouveau avec la mère, essayant de comprendre les raisons de son silence. Lors de la conversation avec la police, la mère de Laura a répondu aux questions calmement mais de façon évasive. Elle répétait une chose. J avait quitté la France depuis longtemps et, pour autant qu'elle sache, n'était pas revenue. Elle a assuré qu'elle n'avait pas eu de contact avec lui depuis et n'avait aucune raison de le soupçonner dans ce qui s'était passé. Cependant, les policiers ont interrogé les voisins qui vivaient près de la maison de la famille. L'une des voisines, l'âgée Madame Renier, a rapporté que littéralement 1 mois avant la disparition de Laura, en mai 2001, elle avait vu la voiture appartenant à J près de leur maison. La voisine était sûre de son témoignage car la voiture était reconnaissable par sa plaque d'immatriculation caractéristique. Ainsi, les paroles de la mère de Laura entraient en contradiction directe avec les affirmations de la voisine. L'enquête n'a pas tiré de conclusion sur le mensonge de la mère,
mais a enregistré cette discordance, la notant comme une nuance importante. Comme l'apparition de J dans le village un mois avant la disparition de Laura semblait extrêmement suspecte, la police a décidé de vérifier urgemment sa localisation au moment de la disparition. Les agents ont demandé des informations sur ses déplacements et ses visas pour confirmer ou réfuter son alibi. La demande a donné un résultat assez rapide. Les documents ont montré que pendant les 6 mois précédant juin 2001, J était hors de France, résidant en permanence en Espagne, à Madrid, avait une confirmation officielle de résidence et un visa délivré par les autorités espagnoles. Formellement, cet alibi semblait absolument convaincant. L'enquête a temporairement mis de côté la version de l'ex-partenaire de la mère, considérant cette piste comme sans issue. Et bien que les officiers de police doutaient intérieurement de la mesure dans laquelle les documents et les visas pouvaient nous confirmer la localisation réelle d'une personne, officiellement cette piste a été laissée sans développement ultérieur. L'enquête s'est tournée vers d'autres versions et d'autres circonstances de l'affaire. 2 ans après la disparition, en 2003, la police a reçu un autre appel. La voix a de nouveau informé sur la sécurité. L'enregistrement a été transmis pour analyse à un phonéticien connu de Paris. Les résultats de l'analyse audio se sont avérés inhabituels et complètement inattendus. L'expert en phonétique a indiqué que dans un seul mot sur l'enregistrement prononcé par l'appelant, il distinguait clairement une légère nuance d'accent castillan. Ce mot était « madrugada », qui signifie en espagnol « aube précoce » ou « temps avant l'aube ». Ce détail subtil a attiré une attention particulière de la police, provoquant toute une série de discussions et d'hypothèses. Soudainement, la version sur l'implication de J est réapparue devant l'enquête, bien qu'il n'y ait pas de preuves solides à ce sujet. La police n'était pas prête à tirer des conclusions définitives, mais l'insinuation d'un lien possible entre J et les mystérieux appels est devenue un nouveau point de tension dans l'enquête. Les experts discutaient encore de la probabilité de la version espagnole de l'origine de l'appel mystérieux lorsqu'un rapport complètement nouveau sur le trafic téléphonique est arrivé sur le bureau des enquêteurs, capable de changer radicalement le cours de toute l'enquête. Pendant que les enquêteurs étudiaient encore les résultats de l'analyse phonétique de l'enregistrement avec une nuance castillane, un nouveau tournant est apparu de manière inattendue. Un rapport récent sur le trafic téléphonique est arrivé au commissariat, promettant de révéler des détails fondamentalement nouveaux de l'affaire. Cependant, presque simultanément est apparu un témoin capable de faire la lumière sur les événements de ce même juin 2001. Au printemps 2010, au commissariat a sonné un appel téléphonique inattendu. L'appelant s'est identifié comme un chauffeur routier, travaillant depuis longtemps sur les routes de l'Est de la France. Il a rapporté que le 21 juin 2001, le lendemain de la disparition de Laura, il avait vu sur la route N512 une voiture Peugeot 405 de couleur vert foncé. À l'intérieur, il a remarqué une jeune passagère qui, selon lui, paraissait confuse. Le témoignage de l'anonyme a été fait presque 9 ans plus tard et l'enquête l'a reçu avec prudence. Dans sa déclaration, le témoin a expliqué pourquoi il avait tardé si longtemps à contacter la police. Ce jour-là, sa fille de 6 ans était avec lui dans la cabine du camion. Le conducteur lui-même ne se souvenait que vaguement de l'épisode. Cependant, c'est sa fille qui avait remarqué un objet inhabituel sur la banquette arrière de la Peugeot verte. Elle a clairement décrit une petite bicyclette aux couleurs vives, multicolores et bariolées. L'enfant s'est souvenu de ce détail pendant longtemps, et lorsque de nombreuses années plus tard, en 2010, la télévision a montré à nouveau des photos de Laura avec la description des événements de 2001, la fille du chauffeur routier, désormais adulte, s'est immédiatement souvenue de la bicyclette. C'est précisément ce qui a poussé son père à contacter la police après tant d'années. La police a immédiatement compris l'importance du détail concernant la bicyclette, bien qu'à ce moment-là, l'enquête ne disposait encore d'aucune autre preuve confirmant les paroles du témoin. Les policiers ont tenté de trouver une confirmation supplémentaire du témoignage du conducteur dans les archives des caméras de surveillance routière. En premier lieu, les caméras au point de péage des autoroutes ont été vérifiées.
Cependant, il s'est avéré qu'il n'y avait plus d'archives d'enregistrements vidéo pour 2001. La durée de conservation de tels enregistrements n'est que de 7 ans, après quoi ils sont automatiquement détruits. Malgré l'absence de confirmation vidéo, les enquêteurs ne se sont pas précipités pour remettre en question la véracité du témoignage. L'absence d'enregistrement ne signifiait pas que le témoin mentait. La police était clairement consciente que le temps jouait contre eux et que de nombreux indices et preuves avaient déjà été irrémédiablement perdus. Pour avancer d'une manière ou d'une autre, la police a décidé de diffuser publiquement des informations sur une caractéristique inhabituelle. Une Peugeot 405 verte et une bicyclette colorée sur la banquette arrière. Cette démarche a eu un effet inattendu. Presque immédiatement après la publication de cette caractéristique, les commissariats de police et les lignes d'urgence ont été inondés de dizaines, voire de centaines d'appels de citoyens. Les gens signalaient tout véhicule suspect qui apparaissait dans leur mémoire après presque une décennie. L'un des signalements les plus détaillés concernait un citoyen allemand, un touriste qui visitait régulièrement la région au début des années 2000. Mais lors de la vérification, il s'est avéré que le touriste allemand possédait une voiture complètement différente, qui ne ressemblait même pas de loin à une Peugeot 405. L'enquête a passé plusieurs semaines à travailler sur cette fausse piste, après quoi, elle s'est finalement convaincue que le témoignage n'avait aucun rapport avec l'affaire de Laura. Ces signalements incessants et la vérification de versions inutiles ont considérablement épuisé les forces des enquêteurs. Avec chaque nouvelle fausse piste, la confiance envers les témoins diminuait et la police est devenue plus prudente concernant toute nouvelle information reçue au cours des mois suivants. Néanmoins, après quelque temps, le service routier français a fourni à la police une autre découverte curieuse. Lors d'une vérification de routine des documents d'archives, les inspecteurs de la route ont découvert un ancien protocole administratif. Le document contenait des informations sur une amende infligée au propriétaire d'une Peugeot 405 précisément sur la route N112 en juin 2001. Le protocole indiquait clairement le nom du contrevenant, un certain Patrice Rocher, qui s'occupait professionnellement de l'installation de panneaux de signalisation. Les documents de l'amende ne comportaient pas de photographie ou de description détaillée du contrevenant, mais seulement des informations sommaires sur la date et le lieu de l'infraction administrative. L'enquête a noté ce nom, mais à ce moment-là, il n'était qu'un parmi de nombreux autres indiqués dans des documents similaires. Le nom découvert dans l'ancienne amende n'a pas suscité d'intérêt immédiat de la part de la police et s'est perdu parmi des dizaines d'autres enregistrements suspects. Pour l'enquête, ce n'était qu'un bruit de plus et aucun des policiers ne pouvait supposer que précisément ce détail deviendrait important à l'avenir. Le nom de l'ancien protocole d'amende trouvé par le service routier restait pour l'instant à la périphérie de l'enquête. En même temps, les enquêteurs ont déplacé leur attention vers une branche complètement différente de l'affaire. Le département économique de la police a découvert quelque chose d'étrange dans la base de données des ventes de cartes SIM, qui semblait n'avoir aucun lien avec l'amende trouvée et les anciennes suspicions. Les analystes du département économique ont identifié un schéma selon lequel le même passeport achetait régulièrement des lots de 6 cartes SIM prépayées. Les achats se produisaient tous les 4 mois avec une ponctualité surprenante à partir de 2002. Cette découverte semblait étrange et alarmait l'enquête, bien qu'à ce stade, la police ne disposait que du fait de la régularité et de la systématicité de tels achats. Le nom du titulaire du passeport ou des détails spécifiques n'étaient pas mentionnés dans les documents de l'enquête. En étudiant plus en détail le comportement étrange du titulaire du passeport, des détails supplémentaires préoccupants ont été révélés. Toutes les cartes SIM acquises étaient activées strictement pendant la nuit, principalement entre minuit et 3 heures du matin. Chaque carte SIM n'était utilisée qu'une ou 2 fois, après quoi elle était immédiatement déconnectée et détruite. Une telle méthodicité indiquait un désir conscient d'éviter toute éventuelle traçabilité. Les policiers ont noté un système clair et l'absence totale d'émotion dans les actions de l'inconnu. Ce n'était pas une personne impulsive ou agissant au hasard, mais un individu prudent et calculateur. La géographie des activations des cartes SIM méritait également attention. Les activations se produisaient sur le territoire de 5 départements français. Lors de la vérification,
Il s'est avéré que les antennes relais de téléphonie mobile à partir desquelles les appels étaient passés coïncidaient avec les mêmes emplacements que dans l'affaire de Laura. Ce détail a été enregistré par l'enquête comme très significatif, bien qu'à ce moment, aucune conclusion sur un lien direct avec les appels à la famille de Laura n'ait été faite. Lors de la réunion du groupe d'enquête, une question importante a été posée par l'un des enquêteurs seniors. Pourquoi personne n'avait remarqué une telle anomalie auparavant, puisque le schéma opérait depuis 2002? La réponse du département économique de la police s'est révélée simple, mais révélatrice. Jusqu'en 2008, il n'existait tout simplement pas en France de base de données centralisée unique contrôlant les ventes et les enregistrements de cartes SIM prépayées. Par conséquent, il était techniquement impossible de suivre de tels achats massifs ou suspects auparavant. Les policiers ne justifiaient pas l'omission du système, ils ont simplement constaté le fait que jusqu'à un certain moment, ils ne disposaient pas de telles capacités. Néanmoins, l'enquête a tenté de vérifier l'identité du propriétaire du passeport suspect qui était activement utilisé pour l'achat de cartes SIM. La vérification des documents a conduit à un résultat inattendu et désagréable. Il s'est avéré que le passeport, avec lequel les achats réguliers de cartes étaient effectués, appartenait à une personne décédée en 1999. Cela ne signifiait qu'une chose. Le passeport était falsifié depuis longtemps et il était pratiquement impossible d'établir le propriétaire réel. Les documents des archives ont confirmé le décès du propriétaire du passeport et l'enquête s'est retrouvée à nouveau dans une impasse pendant un bref moment. Cette information a amené la police à reporter temporairement la vérification de l'identité de l'acheteur de cartes SIM, car les recherches d'un point de vue juridique devenaient sans objet. Cependant, après un certain temps, un tournant inattendu s'est produit. En 2010, la police a de nouveau vérifié les documents liés à l'achat récent de cartes SIM et a découvert un formulaire frais qui avait été utilisé pour finaliser une transaction dans l'un des points de vente. Sur le formulaire restèrent des empreintes digitales claires et appropriées pour l'analyse. L'expertise dactyloscopique urgente réalisée a donné une correspondance complètement inattendue. Les empreintes appartenaient à un installateur de panneaux de signalisation routière nommé Patrice Roche, celui-là même dont le nom avait déjà été mentionné dans le procès-verbal d'une ancienne amende trouvée précédemment sur la route N112. Ainsi, Roche est apparu pour la première fois dans le champ de vision des enquêteurs, non plus par hasard, mais en relation avec un schéma suspect d'achat de cartes SIM. Cependant, malgré l'importance de la découverte, le nom de Roche n'avait pas encore reçu de confirmation directe de son lien avec l'affaire de Laura. L'enquête a simplement enregistré ce fait comme un autre moment inhabituel méritant une étude plus approfondie. À ce stade, la police ne soupçonnait pas encore qu'il existait un lien entre les achats anonymes de cartes SIM et les appels à la famille de Laura. Pour eux, il s'agissait de deux enquêtes séparées, deux directions complètement différentes qui ne se croisaient pas encore. La police ne voyait pas que les appels et les cartes SIM étaient des miroirs de la même pièce. Alors que la police étudiait attentivement le schéma d'utilisation des cartes SIM anonymes, l'attention des enquêteurs est revenue de façon inattendue à l'entourage de Laura et à sa famille. En 2013, une autre découverte a eu lieu, à première vue non liée aux suspects et aux appels. Néanmoins, c'est précisément cette découverte qui a de nouveau fait regarder l'enquête à l'intérieur de la famille où des secrets étaient au gardé. Lors d'une nouvelle inspection de la maison de la famille de Laura, la police a confisqué un vieux disque dur d'ordinateur. Parmi de nombreux fichiers, les enquêteurs ont découvert un dossier étrange, simplement nommé 2002. Il contenait des fichiers audio avec des enregistrements de berceuses. Ce qui était surprenant, c'est que tous les fichiers étaient sans date, et le dossier lui-même était soigneusement caché parmi d'autres documents. Il a été décidé de ne pas informer la mère de Laura de cette découverte pour ne pas provoquer d'explications prématurées. La police a simplement enregistré la découverte, décidant de l'étudier plus en détail. Un expert en analyse sonore a été impliqué pour travailler sur les étranges fichiers audio. Il a rapidement établi que la voix dans les chansons appartenait à une femme. De plus, les enregistrements étaient légèrement ralentis artificiellement, ce qui rendait leur son profond et non naturel. L'expert a affirmé avec confiance qu'à l'origine, les berceuses avaient été enregistrées sur un support analogique, très probablement sur une cassette,
puis transférées numériquement sur un ordinateur. En écoutant attentivement l'une des chansons, l'expert a découvert quelque chose d'inhabituel. L'enregistrement s'interrompait au milieu du mot « Laura ». Le mot sonnait de manière peu claire, comme si la chanson avait été soudainement arrêtée. C'est précisément ce fait qui a le plus alarmé la police. L'hypothèse a émergé que les enregistrements pourraient avoir été utilisés pour manipuler la mère de Laura, peut-être même par quelqu'un de l'extérieur. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve de cela, seulement des soupçons indéfinis et l'étrangeté de la découverte elle-même. Au cours d'une autre conversation avec la mère de Laura, les enquêteurs lui ont soigneusement demandé à propos de tels enregistrements. La mère a répondu avec une entière certitude qu'elle n'avait jamais fait de tels enregistrements et n'avait aucune idée de quoi il s'agissait. Elle semblait sincèrement surprise et même un peu irritée que l'enquête pose de telles questions après tant d'années. Cependant, lorsque les enquêteurs ont parlé séparément avec le frère de Laura, ils ont obtenu des informations complètement différentes. Le jeune homme se souvenait clairement que sa mère chantait des berceuses précisément dans les moments de tension familiale, en particulier lorsque le père était sur le point de quitter la maison, ce qui s'est produit plusieurs fois. Selon lui, les chansons étaient simples, mélodieuses et apaisantes, mais il ne se souvenait absolument pas que sa mère les ait jamais enregistrées. Ainsi, une contradiction claire et troublante est apparue dans les témoignages des membres de la famille. Voyant la contradiction évidente dans les témoignages familiaux, les enquêteurs ont décidé d'impliquer un psychologue pour obtenir son opinion sur la nature des étranges enregistrements audio et leurs liens possibles avec ce qui se passait dans la famille. Le psychologue, après avoir étudié tous les détails et les enregistrements, a présenté une hypothèse inattendue. Il a suggéré que la personne qui appelait pourrait être une femme, peut-être même la mère de Laura elle-même. Selon sa théorie, la mère pourrait souffrir d'un profond choc émotionnel et faire inconsciemment de tels appels en utilisant des enregistrements pour maintenir l'illusion de la présence de Laura à ses côtés. Cette version sonnait de manière choquante et pouvait facilement détourner l'enquête du bon chemin. Néanmoins, la police a décidé de la vérifier, bien qu'avec un grand scepticisme interne. L'hypothèse semblait trop extrême pour ne pas lui accorder l'attention due et ne pas fermer définitivement cette variante douteuse. Pour vérifier l'hypothèse du psychologue, la police a envoyé d'urgence des échantillons d'enregistrements audio pour un nouvel examen phonographique. Les experts ont soigneusement comparé la voix féminine avec l'enregistrement des mystérieux appels téléphoniques qui avaient troublé la famille pendant de nombreuses années. Le résultat est arrivé rapidement et était sans équivoque. La non-correspondance était de 87%. Cela signifiait que la voix des enregistrements de berceuse ne pouvait en aucun cas appartenir à la personne qui appelait la maison de la famille de Laura. La version psychologique a brusquement perdu de sa pertinence. À ce stade, l'enquête a complètement écarté l'hypothèse de la mère comme étant l'appelante, bien que le simple fait de l'apparition d'une telle théorie ait déjà ajouté du bruit et de la tension inutile à l'enquête. Ayant rejeté l'hypothèse de la voix féminine, la police s'est tellement concentrée sur les étranges berceuses qu'elle a perdu de vue quelque chose de beaucoup plus important. Tout le monde était tellement absorbé par l'analyse des enregistrements que personne n'a pensé à qui exactement aurait pu créer et placer ces enregistrements sur le vieux disque. En substituant la chanson, l'enquête a complètement oublié qui avait mis le disque. Pendant que l'enquête traitait des enregistrements de berceuses et découvrait qui aurait pu placer ces fichiers audio, un autre événement s'est produit dans l'enquête qui a radicalement changé la direction de la recherche. On était déjà en 2021 et il semblait qu'il n'y avait pratiquement plus d'espoir de trouver des preuves matérielles. Mais une découverte inattendue dans un bâtiment agricole abandonné a de nouveau donné la chance de se rapprocher de la solution. Au printemps 2021, un fermier local qui avait décidé de nettoyer son vieil atelier abandonné à la périphérie du village a découvert parmi de vieilles pièces et outils une petite bicyclette. C'était une Peugeot Colorline, fabriquée en 1999. La bicyclette était couverte d'une épaisse couche de poussière. Elle se trouvait au fond du bâtiment sous un tas de vieux sacs et boîtes. À côté de la bicyclette se trouvait un cahier usé, sur la couverture duquel était inscrit au stylo à billes « Laura 2002 ». Le fermier
réalisant l'importance possible de la découverte, a immédiatement informé la police. Les experts en criminalistique arrivés ont minutieusement examiné le lieu de la découverte. L'analyse initiale a immédiatement donné des résultats importants. Sur les pédales du vélo ont été découvertes des traces microscopiques d'ADN, fortement dégradées avec le temps. Néanmoins, les experts ont pu confirmer que le profil biologique correspondait au profil génétique précédemment établi de Laura M. Maintenant, pour la première fois en de nombreuses années, l'enquête a obtenu une confirmation réelle que Laura aurait pu se trouver ici, ou du moins avait un lien direct avec cet objet. Outre le vélo, de vieilles boîtes en carton ont été découvertes dans l'atelier, à l'intérieur desquelles se trouvaient des emballages avec des autocollants routiers. Sur tous les emballages, on pouvait clairement lire le tampon de l'entreprise Roche Signalisation. Ainsi, pour la première fois de toute l'enquête, un lien physique direct a été trouvé entre le lieu où l'objet de Laura a été découvert et la figure de Patrice Roche. Néanmoins, cela ne constituait toujours pas des preuves directes de son implication personnelle. Les enquêteurs qui étudiaient le lieu où le vélo avait été découvert ont prêté attention à une question importante. Le vélo a été trouvé dans un atelier abandonné, situé à 38 km de la maison des parents de Laura. Si l'on suppose que le ravisseur était un résident local, comment l'objet s'est-il retrouvé si loin? Le criminologue qui conseillait l'enquête a proposé sa version. L'atelier a été abandonné par son propriétaire en 2005, ce qui signifiait que le vélo aurait pu être déplacé ici après la première vague d'appels téléphoniques à la famille. Ainsi, les enquêteurs ont obtenu une explication partielle, mais la question de savoir qui exactement a transporté le vélo ici et pourquoi est restée sans réponse. Peu après la publication de la découverte, la police a reçu un autre témoignage inquiétant. Un voisin, vivant en ermite près de l'atelier agricole, a soudainement signalé qu'il aurait entendu des voix d'enfants dans ce bâtiment vers 2004. Le témoignage de l'homme semblait important et sérieux. La police a soigneusement vérifié ses propos, mais dès le premier interrogatoire, elle a remarqué des bizarreries dans le comportement du témoin. Plus tard, un examen médical a confirmé que l'homme souffrait d'un trouble de la conscience lié à l'alcool, et son témoignage a été jugé non fiable. L'enquête a de nouveau perdu du temps et de l'énergie à traiter une fausse alerte, et le public, fatigué de telles sensations, a de nouveau ressenti de la déception. Malgré cela, la police a poursuivi la vérification systématique des archives liées à Patrice Roche et à ses activités dans la zone de découverte. En étudiant les documents de la sécurité routière conservés dans les archives de l'administration locale, les policiers ont découvert un fait important. Dans le registre d'archives sur le ravitaillement des voitures est réapparu ce même Peugeot 405 vert, appartenant à Roche. Selon le registre, la voiture a fait le plein à une station-service à proximité immédiate de l'atelier trouvé. Le ravitaillement était daté du 19 juin 2001, un jour avant la disparition de Laura. Ainsi, le nom de Patrice Roche était maintenant directement lié à 3 faits importants. La voiture Peugeot 405, l'achat de cartes SIM anonymes et l'objet de Laura trouvé dans l'atelier abandonné. Avec tout cela, l'enquête manquait des composantes principales de toute affaire pénale. Un motif clair et la personne elle-même, qui avait disparu il y a 20 ans. À ce moment, l'enquête avait épuisé presque toutes les ressources temporelles et humaines. Les circonstances obligèrent la police à se déplacer rapidement, mais peu remarquaient que la personne qui avait tenu toute la France en haleine pendant de nombreuses années avait encore moins de temps. Vers la fin de l'automne 2021, il est devenu clair pour l'enquête qu'il restait très peu de temps. La chaîne de preuves, qu'on avait réussi à rassembler après 20 ans, s'est soudainement fermée en une seule ligne. Pour la police, il était important d'enregistrer définitivement et sèchement tous les détails de l'affaire avant qu'elle ne soit archivée pour toujours. Les événements des derniers mois se sont assemblés en une chronologie rapide et claire. Le premier fait clé, le protocole de la caméra, qui a enregistré une amende sur l'autoroute N112, a confirmé que la Peugeot 405, appartenant à Patrice Roche, se trouvait effectivement à proximité immédiate du village dans la soirée du 19 juin 2001, un jour avant la disparition de Laura. Le deuxième fait était déterminant.
l'analyse criminalistique de l'ADN prélevé sur le vélo a donné un résultat compatible avec les échantillons biologiques de Patrice Roche lui-même. Le coefficient de correspondance selon la méthode RMP, tenant compte de la dégradation du matériel, était de 0,92, ce qui était considéré comme statistiquement significatif. Le troisième fait, qui semblait auparavant une coïncidence aléatoire, les empreintes digitales sur le formulaire de carte SIM, daté de 2010, appartenaient également à Roche. Il est maintenant devenu tout à fait évident pour l'enquête que c'était précisément cette personne qui avait passé des appels anonymes pendant de nombreuses années. La dernière étape est arrivée rapidement. Lors de l'interrogatoire après son arrestation, Roche a sèchement reconnu « Les appels sont mon affaire ». Cependant, il a fermement et sans hésitation nié son implication dans l'enlèvement de Laura. La seule raison énoncée pour les appels, il l'a nommée brièvement et clairement « sentiment de pouvoir ». Le motif sonnait étrangement, mais la police l'a accepté comme une raison formelle. L'enquête, revenant une fois de plus aux détails des premiers jours, a finalement compris pourquoi l'aile de la Peugeot 405 de Roche avait été repeinte. C'était une tentative banale de dissimuler les dommages et le rétroviseur tombé, probablement obtenu lors de la situation même de l'enlèvement. Le fait même du repeint s'est avéré maintenant parfaitement explicable et concluait logiquement l'un des épisodes les plus longs de l'enquête. De plus, la police a confirmé que le vieil atelier où le vélo a été découvert était un lieu de séjour temporaire pour Laura, du moins dans les premiers mois après sa disparition. Cela était indirectement prouvé par les vieux emballages et les autocollants routiers de la société Roche, trouvés dans le même local. Le lien est devenu définitif et indiscutable. En outre, la dynamique des appels téléphoniques a été analysée. La fréquence des messages a sensiblement augmenté après 2015, ce qui s'est avéré être lié à la détérioration de l'état de santé de Roche. Il a commencé à commettre des erreurs et à appeler plus souvent qu'avant, ce qui confirmait indirectement la version de l'enquête sur sa participation directe. Les événements se sont déroulés rapidement et sèchement, comme des entrées dans un procès verbal de police. Le 12 octobre 2021, la police a perquisitionné l'appartement de Roche et l'a arrêté sur son lieu de travail. Tout ce qui pouvait présenter un intérêt pour l'enquête a été saisi et envoyé pour expertise. Déjà 2 semaines plus tard, le 26 octobre, Patrice Roche a été découvert dans sa cellule du centre de détention préventive sans signe de vie. Les experts ont confirmé qu'il est parti volontairement en utilisant des moyens improvisés. Après sa mort, la police a fait une dernière tentative pour éclaircir les incertitudes restantes de l'affaire. La tâche principale était d'identifier un éventuel complice, car la voix dans les appels passés entre 2009 et 2012 n'a jamais été identifiée. Les enquêteurs ont passé 48 heures à vérifier tous les contacts et liens possibles de Roche, mais n'ont absolument rien trouvé qui aurait pu les mener à une autre personne. L'enquête s'est arrêtée au moment où il est devenu clair qu'il était impossible de continuer. La conclusion finale de l'enquête était brève et sans espoir. Le corps de Laura n'a pas été retrouvé. L'affaire est temporairement close en raison du décès du seul accusé. La Corogne, mars 2021. L'appel au service d'urgence est arrivé exactement à minuit. Incendie dans un immeuble résidentiel sur la rue Paseo de Los Puentes. 7 minutes plus tard, les pompiers étaient déjà sur place. L'incendie a été rapidement maîtrisé, mais il est immédiatement devenu évident que ce n'était pas une intervention ordinaire. En examinant les dégâts, l'un des pompiers remarque un détail étrange. Le panneau arrière d'une vieille armoire, recouvert de contreplaqué, bouge. L'électricien, appelé pour évaluer les dommages, retire prudemment le panneau et aperçoit soudain une petite main. La seconde suivante, quelqu'un de la taille d'un enfant de 3 ans sort du compartiment caché. Plus tard, on découvrira que l'âge est 2 fois plus élevé, la taille, seulement 86 cm, le poids, à peine plus de 12 kg. Silence. Personne ne comprend comment cela a pu se produire au centre d'une grande ville espagnole, dans un appartement ordinaire,
sous l'attention vigilante des voisins et des services sociaux. Comment cette personne est-elle restée inaperçue pendant 6 années entières? Les premières heures après l'incendie donnent à l'enquête très peu d'informations et un nombre énorme de questions. Les policiers, inspectant l'appartement, trouvent des dizaines de factures impayées et d'avis de dette, tous au nom d'une femme locataire. Dans les documents, il n'y a aucune mention d'une autre personne. Il n'y a pas de vêtements ou de jouets dans l'appartement. Aucun signe qui indiquerait la présence de quelqu'un d'autre que la locataire elle-même. L'un des voisins se souviendra plus tard aux enquêteurs qu'environ 4 ans auparavant, en 2017, il avait entendu plusieurs fois des pleurs d'enfants à travers le mur. Cela ne lui avait pas semblé étrange à l'époque, mais les pleurs avaient trop brusquement cessé. Un long et inquiétant silence s'était installé, auquel les voisins s'étaient rapidement habitués. L'incendie lui-même avait été causé par un court-circuit dans un vieux câble qui passait derrière l'armoire. Mais c'est précisément cela qui a conduit à la découverte de la niche secrète aménagée dans l'armoire. Quelqu'un avait spécialement équipé cet espace étroit d'un panneau de contreplaqué. À l'intérieur de l'armoire, les enquêteurs trouvent des preuves qu'une personne y a passé un temps considérable. Les murs sont tachés de traces de mains sur le sol et les murs des traces de présence. Tout indique qu'il était pratiquement impossible d'en sortir de manière autonome. L'odeur à l'intérieur parle d'elle-même. C'était un lieu de séjour permanent. La police identifie rapidement 2 suspects possibles. La première est la locataire elle-même. La femme vivait dans cet appartement depuis longtemps, menait une vie recluse, communiquait à peine avec les voisins. Il n'y avait jamais eu de plaintes, de réclamations officielles ou de problèmes avec les services sociaux. Lors du premier interrogatoire après l'incendie, elle semble absolument calme, nie toute connaissance de ce qui se passe et affirme qu'elle vivait seule. Ses réponses alors sont égales et monotones. Les policiers sont sceptiques, mais ils n'ont pas de motif formel pour la détenir. Le second suspect est un homme qui visitait régulièrement l'appartement la nuit. On l'appelle simplement le visiteur nocturne. Aucun des voisins n'a clairement vu son visage. Personne ne connaît son nom. Le visiteur apparaissait tard le soir, partait aux premières heures du matin, essayant de ne pas croiser les autres résidents. La nuit de l'incendie, les caméras enregistrent un homme sortant de l'immeuble exactement 20 minutes avant le début du feu. Il tient un sac de taille moyenne, semblable à un sac de sport. Ses pas sont calmes, ses mouvements lents, rien ne trahit de nervosité ou de précipitation. La police avance immédiatement l'hypothèse que le visiteur nocturne aurait pu emporter quelque chose d'important de l'appartement, peut-être même quelque chose d'inanimé. Mais en l'espace d'1 heure, les enquêteurs reçoivent une information qui réfute complètement leur première supposition. La petite personne de l'armoire est vivante. Cela signifie que le sac n'a probablement aucun rapport avec l'énigme principale. Qui est alors cet homme? Et que faisait-il dans l'appartement peu avant l'incendie? Les questions restent sans réponse. Les enquêteurs examinent attentivement les enregistrements des caméras de surveillance. L'homme est sorti de la maison calmement, avec ce même sac de sport à la main. L'hypothèse selon laquelle il aurait pu emporter quelque chose lié à l'affaire semblait convaincante jusqu'au moment où la police a compris que l'objet principal de l'enquête était vivant et se trouvait en leur possession. Le sac contenait manifestement autre chose, sans lien direct avec cet incident. Peut-être des effets personnels ordinaires, peut-être des objets ménagers. Le sac lui-même devient progressivement pour la police une fausse piste, mais l'homme reste une figure nécessitant une attention particulière. Son implication dans l'affaire n'est pas encore confirmée, mais elle n'est pas non plus totalement exclue. Le dernier rapport des pompiers, joint au dossier, contient des détails importants. L'incendie a commencé à l'intérieur de l'armoire, plus précisément, derrière sa paroi arrière, où passait un vieux câblage électrique. Cela prouve que l'armoire n'était pas simplement un lieu de séjour temporaire, mais était utilisée constamment et sur une longue période.
Les experts commencent à travailler. Les témoins sont convoqués à la police pour un interrogatoire plus approfondi. Les représentants officiels font des commentaires mesurés. Personne ne prononce les mots « horreur »,« cauchemar », seulement des faits secs. Le lieu de l'incident a été examiné. L'identité de la personne trouvée est en cours d'établissement. Les services sociaux refusent de commenter la situation, invoquant le secret de l'enquête. Les enquêteurs ne communiquent pas encore au public tous les détails qu'ils connaissent. L'Espagne apprend cette affaire dès le lendemain matin. Elle suscite la résonance publique non par les émotions, mais par les faits bruts et l'inexplicabilité de la situation elle-même. 6 ans derrière une porte en contreplaqué d'une vieille armoire au centre d'une grande ville, une circonstance à laquelle l'Espagne est confrontée pour la première fois. L'enquête ne fait que commencer. Quelques jours après l'incendie, la police arrête l'homme que les voisins avaient surnommé le visiteur nocturne. Il s'avère être Sergio M., un chômeur de 27 ans. Il était enregistré comme résident de l'appartement depuis 2016, mais n'avait aucun revenu officiel. Comment est-ce possible si le loyer doit être payé régulièrement? Les enquêteurs ont immédiatement noté un fait important. Jusqu'à ce jour, Sergio n'avait jamais attiré l'attention des forces de l'ordre. Il n'avait pas de casier judiciaire, d'amende ou même d'infraction administrative. Le profil d'une personne ordinaire qui s'est simplement trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Où y avait-il quelque chose de plus? C'est devenu un nouveau point d'attention pour l'enquête. Lors de l'examen initial du téléphone de Sergio, la police a rapidement trouvé plusieurs détails étranges, mais peu révélateurs pour l'instant. Déjà en 2016, il recherchait des choses étranges sur Internet. Par exemple, comment calmer des pleurs la nuit? Pourquoi de telles recherches étaient faites par une personne qui, comme il l'affirme, n'avait jamais eu de jeunes parents dans l'appartement? Plus tard, les recherches changent radicalement. Sergio commence à chercher activement des coupons de réduction pour les paris sportifs. Cela semble étrange étant donné qu'il n'a pas de revenus officiels. Comment prévoyait-il vivre des paris sportifs? C'est une question que l'enquête laisse pour l'instant sans réponse. Les témoignages des voisins ajoutent de nouveaux détails au tableau, mais ne simplifient pas l'affaire. Une des habitantes de l'immeuble informe la police qu'elle a vu Sergio plusieurs fois tard dans la nuit près de l'entrée, avec des sacs qui, à en juger par l'odeur et l'apparence, contenaient des restes de nourriture. Où emportait-il ces sacs? Pourquoi le faisait-il la nuit? Cela reste un mystère. Encore plus intéressante est l'information des services sociaux. Ces dernières années, il y a eu 2 inspections des services sociaux et les 2 fois, c'est Sergio qui a ouvert la porte. Les inspecteurs n'ont rien remarqué de suspect. Le jeune homme était calme, convaincant, poli et n'éveillait pas les soupçons. Pourquoi les services sociaux n'ont-ils rien découvert? Ce fait devient un élément supplémentaire du tableau complexe de l'enquête. Lors des interrogatoires, Sergio se comporte nerveusement, mais sans être désemparé. Il est irrité, mais contrôle ses paroles. À la question directe de savoir où se trouvait la personne de l'armoire pendant toutes ces années, Sergio donne une réponse qui semble d'abord tout à fait plausible. Elle vivait tout ce temps à la ferme de mon cousin en dehors de la ville. La réponse aurait pu être logique, si ce n'était là les témoignages des voisins qui avaient entendu des pleurs dans cet appartement même en 2017. La police demande directement à Sergio comment expliquer alors les pleurs d'enfants qui résonnaient précisément derrière la porte de son appartement. Sa réponse semble étrange et maladroite aux enquêteurs. Quoi? Mais ça pouvait être la télévision. Je regarde beaucoup de films. Peut-être que les voisins ont cru entendre quelque chose. Il n'y a évidemment pas d'enregistrement des pleurs. L'enquête ne peut ni confirmer ni infirmer les paroles de Sergio, mais cette réponse semble faible et éveille les soupçons des policiers. Son alibi commence à paraître fragile, mais les preuves directes manquent encore. Sergio continue de se défendre.
ne reconnaissant rien qui pourrait confirmer directement son lien avec la personne trouvée. À ce stade, la police décide de vérifier plus minutieusement toutes les dernières recherches effectuées depuis le téléphone de Sergio. L'une des recherches récentes sonne particulièrement alarmante. En mars 2021, peu avant l'incendie, Sergio cherchait à louer une camionnette. L'enquête émet immédiatement l'hypothèse que le suspect prévoyait d'emporter quelque chose, peut-être sans laisser de traces de vie. Une telle version semble plausible. Il aurait été logique d'essayer de dissimuler les preuves après l'incendie en simulant un accident. Mais une vérification plus détaillée révèle une nuance importante. La société de location de voitures Tastoti confirme à la police. Sergio s'était effectivement adressé à eux, avait rempli un formulaire et avait même réservé provisoirement un véhicule. Mais il a ensuite brusquement annulé la commande. Les raisons de l'annulation sont inconnues. Il n'a jamais reçu la camionnette. Ce fait immédiatement entrer l'enquête dans un nouveau cycle de doute. Le suspect avait-il réellement l'intention de cacher quelque chose? Ou s'agissait-il d'une recherche fortuite, sans rapport avec l'enquête? Dans ce contexte, les enquêteurs reçoivent les résultats de l'analyse ADN d'un détail inhabituel trouvé dans l'appartement. Une bouteille en plastique d'eau sucrée, placée près de l'armoire. Logiquement, on pourrait s'attendre à y trouver les traces de Sergio. Mais le rapport surprend tout le monde. Sur la bouteille sont clairement identifiées les empreintes de la locataire elle-même, et il n'y a aucune trace de Sergio. Cela change à nouveau le focus de l'enquête. Maintenant, la figure principale sur laquelle se portent les soupçons est précisément la propriétaire de l'appartement. Les enquêteurs changent immédiatement de stratégie. Tandis que Sergio reste dans leur champ de vision, son rôle ne paraît plus aussi évident qu'il y a quelques jours. Il est irrité, mais ne ressemble pas à un homme effrayé qui risque une accusation réelle. Son comportement traduit plus de nervosité que d'anxiété réelle. Sergio ne révèle pas tous les détails, mais il ne ressemble pas non plus à un criminel manifeste. L'enquête passe à une autre figure qui était jusqu'à présent plutôt dans l'ombre, à la mère de la personne qui a vécu des années dans l'armoire. C'est vers elle que se dirige maintenant le vecteur principal de l'enquête. Sergio reste pour l'instant sous surveillance, mais il est trop tôt pour porter des accusations contre lui. Peut-être a-t-il simplement été un participant passif à quelque chose de plus grand, encore peu clair pour la police. Les enquêteurs font une nouvelle note. Comprendre la personnalité de la propriétaire de l'appartement, son passé et ses motivations. Voilà maintenant la tâche prioritaire sur laquelle se concentre toute l'attention des forces de l'ordre espagnol. Tandis que la police s'éloigne prudemment de la figure de Sergio, le focus de l'enquête se déplace vers la mère de Lucia, trouvée dans l'armoire, une femme nommée Marta R. Elle vient à l'interrogatoire suivant préparé et apporte à l'inspecteur une liasse de photographies. Sur les clichés, sa fille Lucia est photographiée devant une petite maison rurale. Marta assure que c'est dans cette maison, chez son cousin, que Lucia aurait vécu ces dernières années. L'inspecteur examine attentivement les photographies et remarque immédiatement une étrangeté. Il n'y a pas de date sur les clichés. Et la maison elle-même ne correspond pas à l'adresse indiquée dans les déclarations de Marta. On soupçonne que les photographies ne sont rien de plus qu'une tentative de détourner l'attention de l'enquête. Les experts criminalistiques confirment rapidement les doutes de l'inspecteur. Les photographies sont imprimées sur une imprimante à jet d'encre domestique ordinaire et les données numériques sur le lieu et l'heure de la prise de vue sont absentes. Tous les fichiers s'avèrent vides. Ce ne sont manifestement pas des photos originales. L'inspecteur décide de contacter directement le cousin de Marta, résidant à Lugo, pour vérifier les dires de la femme concernant le séjour de Lucia dans sa maison. La réponse du parent est brève et catégorique. Il signale que Lucia n'a jamais séjourné chez lui et qu'il n'a pas vu la fille depuis plusieurs années. Cela contredit totalement le récit de Marta et sape encore davantage sa version des faits. Simultanément, la police étudie les opérations financières de Marta. Elle recevait régulièrement des aides au logement de l'État.
Cependant, depuis 2017, ses dépenses en électricité ont augmenté soudainement de 40%. La femme n'avait pas acheté de nouveaux appareils ménagers. Son mode de vie n'avait pas changé. Les enquêteurs commencent à soupçonner que quelqu'un se trouvait secrètement et constamment dans l'appartement, ce qui explique la forte augmentation des factures d'électricité. Lors de l'interrogatoire suivant, l'inspecteur pose à Martha des questions plus précises sur le suivi médical de sa fille. Où sont les attestations de vaccination de Lucia? Nous devons confirmer qu'elle était suivie régulièrement par un médecin. Martha répond calmement et avec assurance, comme une personne prête à de telles questions. Tous les documents étaient chez notre pédiatre familial, mais il est malheureusement décédé pendant la pandémie. L'enquêteur note la réponse, mais au bout d'un jour, la vérification montre que le médecin de famille dont parle Martha est en réalité vivant et continue à exercer. Le médecin confirme personnellement à la police que Lucia ne figurait pas parmi ses patients et qu'il ne l'a jamais examinée. La réponse de Martha s'avère à nouveau fausse et sape la confiance en ses déclarations. L'enquête commence à explorer une autre piste. Peut-être que les parents de Martha accueillaient temporairement Lucia selon un arrangement personnel. La version d'un possible échange ou transfert de la fille à d'autres personnes contre de l'argent ou pour des circonstances familiales est suspectée. Cependant, l'examen des comptes bancaires ne révèle aucun transfert d'argent suspect. Tous les parents interrogés par la police niaient catégoriquement avoir jamais accueilli Lucia ou avoir eu des contacts avec elle ces dernières années. Cette piste est rapidement abandonnée et l'enquête revient à son point de départ. Dans le contexte de ces vérifications, un médecin local de quartier prend contact de façon inattendue. Il se souvient qu'en 2017, Martha est venue le voir pour demander un certificat médical pour un voyage à la mer au nom de sa fille. Elle n'avait pas amené Lucia ce jour-là, expliquant cela par l'état de santé médiocre de la fillette. Le médecin, ne voyant pas de raison de soupçonner quoi que ce soit, avait délivré un certificat sans examiner la patiente. Maintenant, cet épisode soulève de nouvelles questions pour l'enquête sur les motivations et les actions de Martha. L'enquête décide de franchir l'étape suivante. Les inspecteurs demandent officiellement le détail des appels téléphoniques de Martha des dernières années. Peut-être que l'analyse des conversations téléphoniques permettra de comprendre ce qui se cache derrière le calme et les actions peu claires de la femme. Jusqu'à présent, Martha se comporte de manière égale, calme, ne se perdant parfois que lors des questions précises des enquêteurs sur des dates et événements spécifiques. C'est précisément son calme et l'absence de motivations évidentes qui alertent le plus les inspecteurs, les poussant à aller plus loin dans leur tentative de résoudre cette histoire inhabituelle. Pendant que les inspecteurs attendent les résultats du détail des appels de Martha, un nouveau témoin apparaît de façon inattendue. L'électricien qui a travaillé dans l'appartement de Martha et Sergio, l'homme est venu lui-même à la police, visiblement conscient de la gravité de la situation. Il communique à l'inspecteur un détail important. Environ 1 an auparavant, il avait déjà réparé le câblage exactement à l'endroit où l'incendie s'est produit maintenant. L'électricien se souvient clairement d'un détail. À l'époque, l'armoire était déjà solidement fixée au mur par de grands clous traversants. Mais pourquoi a-t-il gardé le silence jusqu'à présent et n'en a parlé que maintenant, lorsque l'histoire a reçu une large publicité? L'enquête demande immédiatement confirmation des paroles de l'électricien. L'homme apporte des documents, parmi lesquels une facture de mai 2020. Les documents indiquent clairement « remplacement de prise derrière l'armoire ». Cela correspond à la description de l'actuel lieu de l'incendie. L'électricien explique calmement aux enquêteurs que pendant les travaux, il a effectivement entendu derrière l'armoire des bruits légers, comme des frôlements ou des grincements. Cependant, l'homme a alors pensé qu'il s'agissait de rongeurs domestiques ordinaires, des souris ou des rats. Il souligne qu'il n'a entendu aucune voix ou son humain distinct. La police vérifie les papiers et trouve dans les documents un détail important. L'acte des travaux effectués a été signé par nul autre que Sergio.
C'est lui qui contrôlait alors le travail de l'électricien. Cela contredit sérieusement ce que Sergio a dit lors des interrogatoires précédents. Il affirmait alors qu'il ne savait rien de l'armoire et prétendait ne pas s'être occupé de la réparation de l'appartement du tout. Le nouveau témoignage de l'électricien montre clairement pour la première fois Sergio était directement lié à l'armoire bien avant l'incendie. L'enquêteur interroge l'électricien en détail, essayant de trouver des contradictions. « Êtes-vous sûr de n'avoir pas vu qui exactement se trouvait dans l'appartement ?» L'électricien répond calmement et brièvement. « Non, je n'ai vu personne. L'armoire était déjà fermement clouée au mur. Tous les clous étaient déjà en place. Le client, Sergio, était très pressé. Il a dit simplement de fermer la prise et de partir aussi vite que possible. » Les enquêteurs comparent ces paroles avec les déclarations que Sergio fait maintenant. Sergio affirme exactement le contraire. L'électricien a lui-même déplacé l'armoire. Je n'ai rien touché et je ne l'ai pas pressé. Il n'y a pas de correspondance dans les témoignages et cela devient un détail inquiétant supplémentaire. Cependant, les paroles de l'électricien semblent plus convaincantes à l'enquête. Il n'a manifestement pas d'intérêt personnel à protéger Sergio. Face à ces divergences, les enquêteurs envisagent une nouvelle version. L'électricien pourrait-il être un complice, aidant Martha et Sergio à cacher une personne dans l'armoire? C'est peut-être pour cela qu'il a gardé le silence si longtemps sur l'armoire clouée et les bruits étranges. La police effectue une vérification minutieuse de tous les déplacements de l'électricien au cours des 3 dernières années en utilisant les données du traceur GPS de sa voiture de travail. Les résultats de la vérification montrent, entre 2018 et 2020, l'électricien n'est apparu dans le quartier de la maison de Martha et Sergio qu'une seule fois, le jour même où il effectuait la commande de remplacement de la prise. Aucune autre visite qui pourrait indiquer une participation systématique à la vie de cette famille n'a été détectée. Les soupçons contre lui disparaissent progressivement. Il devient simplement un témoin fortuit, fournissant à l'enquête un détail important, mais rien de plus. Dans ce contexte, l'enquête obtient un autre fait important. En vérifiant les magasins de construction locaux, les opérateurs trouvent un enregistrement de la caméra de surveillance fait un jour avant cette visite de l'électricien en 2020. Sur l'enregistrement, on voit clairement Sergio acheter une grande feuille de contreplaqué. C'est ce même matériau qui a été utilisé pour renforcer l'armoire de l'intérieur, transformant un meuble ordinaire en une niche soigneusement camouflée. Cette découverte s'avère cruciale. Maintenant, l'enquête voit clairement que les actions de Sergio n'étaient pas fortuites ni spontanées. Il se préparait à l'avance à la visite de l'électricien et faisait sciemment tout son possible pour cacher ce qui se trouvait à l'intérieur de l'armoire. Le contreplaqué, les clous, l'armoire fixée à l'avance, tout indique que ce qui se passait ne pouvait pas être un hasard ou une solution temporaire. Le caractère systématique des actions de Martha et Sergio est confirmé. Les faits commencent enfin à s'assembler en un tableau cohérent. L'enquête dispose désormais de repères temporels précis. L'achat du contreplaqué la veille de la visite de l'électricien. La facture d'électricité fortement augmentée à partir de 2017. L'ignorance systématique des examens médicaux de Lucia. Les actes de travaux effectués signés par Sergio. Tous ces détails séparés commencent à s'unir, montrant un tableau clair de la façon dont Martha et Sergio ont agi méthodiquement et délibérément pendant une longue période. Les enquêteurs ne doutent plus qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un plan bien pensé qui a fonctionné pendant des années, restant inaperçu sous le nez des services sociaux et des voisins. L'enquête a duré un peu moins d'1 an. Pendant toute cette période, la police a reconstitué pièce par pièce les événements qui se cachaient derrière la porte fermée de l'appartement à la Corogne. Lorsque l'affaire est arrivée devant le tribunal, la version de l'enquête a été définitivement confirmée. L'initiateur de l'isolement de Lucia était bien Sergio. Dans les documents du procès, il a directement déclaré « Elle pleurait constamment, cela dérangeait ». Ce sont précisément ces mots qui ont constitué la base de l'accusation. La femme, mère de Lucia,
Martha a pour sa part pleinement reconnu sa culpabilité. Elle a confirmé qu'elle avait accepté la décision de Sergio car elle craignait de le perdre et, par conséquent, de perdre les prestations sociales. Le tribunal a établi que Lucia avait passé en isolement au moins 1949 jours, presque 6 ans, inaperçue des services, des voisins et des autorités. Les enquêteurs ont entièrement reconstitué tous les moments clés de ce qui s'est passé. Par exemple, la forte augmentation des factures d'électricité à partir de 2017 avait maintenant une explication logique. Martha et Sergio laissaient par temps froid un radiateur allumé près de l'armoire. Cela expliquait l'augmentation des dépenses d'électricité qui n'avait pas été remarquée par les services sociaux. Les photographies de Lucia devant la maison rurale que Martha avait essayé de faire passer pour des preuves que la fille vivait chez des parents se sont avérées être des contrefaçons. La femme n'imprimait pas les clichés à la maison comme le pensaient initialement les criminologues, mais dans un petit centre de copie locale. Pour cela, Martha utilisait des images stock aléatoires d'Internet, évitant délibérément les photographies contenant des dates ou des données sur la prise de vue. De cette façon, elle créait l'apparence du bien-être et de la normalité de la situation. L'affaire a également mis en lumière une erreur bureaucratique sérieuse commise par les services sociaux. Lors de la vérification de la version du séjour de Lucia chez le cousin à Lugo, les employés des services de protection de l'enfance se sont limités à une conversation téléphonique formelle. Une visite personnelle à l'adresse n'a jamais eu lieu, ce qui a permis à la situation de rester cachée pendant plusieurs années. Pendant la prononciation du verdict dans la salle d'audience, il y avait un silence absolu. Sergio était irrité et visiblement tendu. Après l'annonce de la peine, il s'est soudainement mis à parler fort, s'adressant plutôt non pas au tribunal, mais à tout le système de contrôle et de protection. Où étiez-vous pendant ces 6 ans? Pourquoi n'avez-vous rien remarqué? Le juge a brièvement coupé court à ses paroles, continuant calmement la procédure de prononciation de la décision. Le même jour, Martha, se trouvant en centre de détention préventive, a tenté de mettre fin à ses jours. La tentative s'est avérée infructueuse et quelques heures plus tard, l'audience du tribunal a repris sans pause ni modification du calendrier. Les chiffres finaux de la sentence ont résonné clairement et sèchement. Sergio a reçu 25 ans d'emprisonnement. Martha, 11 ans. Les documents du tribunal soulignaient que les deux condamnés avaient agi délibérément et systématiquement, s'efforçant d'éviter la publicité et limitant au maximum tout contact de Lucia avec le monde extérieur. L'enquête n'a pas trouvé de circonstances atténuantes, malgré la tentative de Martha de se présenter comme victime de l'influence de Sergio. Aujourd'hui, Lucia vit dans une famille d'accueil près de Saint-Jacques-de-Compostelle. Selon les médecins, son état physique se stabilise progressivement. Le dernier rapport médical indique que dans un avenir proche, Lucia sera capable de se déplacer de façon autonome, sans appareils médicaux spéciaux. L'enquête judiciaire concernant les services sociaux de la Corogne est encore en phase préparatoire. La date de révision de l'affaire concernant la négligence des fonctionnaires et des travailleurs sociaux n'a toujours pas été officiellement fixée. Le système lui-même, qui a permis une telle erreur, n'a pas encore assumé de responsabilité.